way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, gastronomie, voyage, évasion sont au programme de ce 26 minutes So Lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir l'un des plus grands chefs pâtissiers de France, que dis-je, du monde. Christophe Michalak cultive le sens du goût, de l'élégance et il viendra nous parler de son nouveau livre Best of, ainsi que de l'ouverture imminente de son école de pâtisserie à Paris. Et justement, le voilà qui arrive. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Hop, je vous ouvre. Merci. Bonjour Christophe, bienvenue. Hello. Merci de m'accueillir. Enchantée. Réciproquement. Qu'est-ce que c'est beau n'êtes- chez toi? Vous n'êtes pas venu les mains vides, dites-moi. Eh ben non, un pâtissier ne vient jamais les mains Aïe, vides. aïe, 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 aïe. Voilà, Bah, c'est c'est quelques magnifique. sucreries, quelques religieuses. C'est magnifique. Je vous laisse vous installer, vous voulez boire un petit truc? Un verre d'eau avec grand plaisir. J'arrive tout de suite, installez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte? Des petites religieuses. Je suis très gourmande. Ah, les religieuses au caramel. Absolument. Oh là là, c'est terrible. Prenez par les sentiments. Hop, on pose ça là. Merci Sandrine. Merci à vous. Allez, c'est parti, on attaque. Go. Alors Christophe, vous avez su très jeune ce que vous vouliez faire. À 16 ans, vous avez obtenu un CAP de pâtisserie, c'est bien ça? À 16 ans, je suis rentré dans une école pour D'accord. obtenir un CAP pâtisserie que j'ai obtenu à l'âge de 18 ans. Et en fait, étonnamment, non, j'ai pas su vraiment très jeune ce que je voulais faire. Moi, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde. Je voulais être super-héros, astronaute, pompier, photographe, dessinateur. Et puis, tout doucement, j'ai acté en fait en moi que j'étais quelqu'un de très gourmand, de très généreux, et que la pâtisserie était un domaine qui me plaisait. Et voilà. Mais vous avez tout de suite intégré les plus grands restaurants, en fait, avant de prendre en 2000 la direction au Plaza. Vous avez travaillé dans des très, très grandes maisons partout, avec des expériences dans le monde entier. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, à l'inverse d'un avocat qui fait des très belles écoles, avant de pouvoir exercer, nous, pâtissiers, on a besoin de faire le tour de France ou le tour du monde pour Oui. justement acquérir la technicité qui nous est propre, hein, et justement acquérir aussi notre palais. Il faut plusieurs années pour devenir un bon pâtissier. D'accord. Donc 2000, vous entrez au Plaza. Et 2005, vous gagnez le championnat du monde des pâtissiers. C'est Voilà. un concours qui réunit, en fait... C'est une Coupe du Monde qui est organisée tous les 2 ans, Oui. qui regroupe 10 pays, Oui. 20 pays, pardon. Chaque pays est représenté par 3 personnes, en fait un capitaine et 2 pâtissiers. Oui. 3 pâtissiers en tout. Et voilà, il y a toute une logique, il y a 3 pièces, on est noté sur l'artistique, sur le gustatif et sur le la visuel. façon de travailler. Sur la façon de travailler. Quel est le gâteau ou la création dont vous êtes le plus fier? La première? Je sais pas, il y a plein de gens me disent ça. Est-ce qu'il y a il y a un gâteau référent ou qui a marqué une étape ou un vrai tournant où vous vous êtes dit, voilà, Alors, je suis arrivé en 2000 au Plaza et j'ai développé une religieuse avec je mangeais beaucoup de caramel salé en sucette lorsque j'étais petit. Et j'ai développé en fait cette religieuse avec un peu le souvenir d'une crème, on ne peut pas citer les marques malheureusement, mais une crème dessert que tout le monde connaît, Oui. qui avait un goût, qui était caramel, qui avait un goût très lacté. Qui Et me plaisait d'ailleurs, beaucoup. maintenant, on ne le retrouve plus ce goût dans cette fameuse crème dessert. Exactement. C'est plus le même, hein, Voilà, vous avez remarqué? exactement. Ou peut-être que notre palais a évolué, c'est surtout Ouais, ça, la différence. Oui, peut-être. Et en tout cas, j'ai transposé tout ça à travers cette religieuse qui est devenue la religieuse caramel beurre de sel, Qu'on a ici. qui est ici. Et qui est magnifique en plus, qui est un vrai plaisir pour les yeux aussi. Voilà, j'ai essayé de la rendre désirable, sexy, intrigante, et puis surtout quelque chose d'extrêmement bon en mariant les textures de saveurs. On est dans le caramel et dans le beurre de sel, donc c'est pas très compliqué, mais il y a une texture très fondante à l'intérieur, avec un caramel un peu liquide, une crème chantilly allégée au caramel. Voilà, et c'est ça qui a été un peu le déclencheur de la suite. Alors, vous êtes créatif, vous êtes rigoureux, vous travaillez beaucoup et vous trouvez encore le temps d'écrire des livres. Celui-ci, votre best-of, c'est votre 6e livre. Oui, C'est ça, je déjà. ne sais plus si c'est le 5e Déjà. ou 6e. Mais en tout Déjà. cas, je ne pouvais pas refuser cette édition parce que c'est un Ducasse en personne qui m'a demandé d'être présent dans cette collection. Et cette collection retrace, moi j'étais le 7e chef, je crois, invité. Il y avait 6 grands chefs très médiatiques et vraiment des gens que j'apprécie énormément, qui étaient mes prédécesseurs. Donc c'était un honneur pour moi de réaliser ce bouquin. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous pouvez me l'attraper, on va le regarder quand même ensemble. Et voilà.
Donc votre 5e, 6e, et là vous en avez aussi un en préparation qui sortira. Oui, je me suis fait plaisir. Ça fait longtemps que j'y réfléchis d'ailleurs. J'ai fait le Tour de France des desserts, entre guillemets. Et on a des régions fantastiques en France. Et j'ai essayé de récupérer la quintessence De des chaque régions. région. Voilà, Il y en a qui sont plus riches en desserts que d'autres ou pas? Oui, le Paris, tout simplement, l'Île-de-France, où quasiment tous les grands classiques comme le Saint-Honoré, le Paris-Brest ou la tarte Bordalou, beaucoup de gâteaux ont été créés. Il y a comment dire, une saveur que vous préférez? Vous préférez travailler le chocolat ou une texture ou une matière? Qu'est-ce qui vous... Alors moi je suis un vrai gourmand et c'est vrai que je suis très familier au chocolat lait de préférence. Et le chocolat lait associé à du caramel ou à des fruits secs comme la noisette, parce que je sais que vous êtes d'origine italienne, je le sais également. Voilà, pour moi ça c'est le summum total de la gourmandise. Vous avez raison. Chocolat lait, caramel, noisette, bam, on met tout le monde d'accord. Et alors non seulement, donc il y a les pâtisseries, il y a les livres, mais il y a bientôt, là je crois dans quelques jours, une école de pâtisserie à Paris. Ouais. Donc je me drogue pas, mais je mange beaucoup de sucre pour avoir l'énergie nécessaire. Vous dormez pas beaucoup, je pense. Aussi, pas assez. Mais en tout cas, voilà c'est marrant toujours dans cette quête de transmission, Et je voulais réfléchir à une pâtisserie qui soit complètement différente de tout ce qui se passe. Et j'ai mûrement réfléchi à ce que serait la pâtisserie de demain. Et la pâtisserie de demain, je pense que je l'ai en tête en tout cas, et je vais pouvoir en parler à travers mon école. Donc, je vais donner des cours, et il y aura une toute petite vente emportée pour des produits un peu funky, un peu street food. Enfin voilà, et je trouve que la pâtisserie de demain, c'est ça, c'est des choses plus simples. Je pense qu'on s'est trop compliqué la tête. Alors, est-ce que vous connaissez la région de Deauville, ou la ville de Deauville? Oui. Vous y allez de temps en temps? Bien sûr. Quel est le rapport entre Deauville et le bar à la plancha? Ça, c'est de la question. Ouais. J'ai pas de réponse. Eh bien, vous allez le découvrir dans ce reportage. Je vous propose de déguster un bar à la plancha tout en couleurs ou, bien regardez. Joyau de la côte normande, Deauville évoque l'élégance avec ses hôtels de luxe, son casino et ses planches mythiques. Mais au-delà de ces clichés de stars, la belle normande recèle aussi des adresses inédites. On aime s'y promener sur ses plages ou sillonner au cœur du centre-ville. À quelques rues d'ici, le Marilou, amarré entre Deauville et Trouville. Ce bateau vogue sur la Manche depuis plusieurs générations. Lydie, fille du pêcheur, a eu l'idée d'ouvrir cette poissonnerie qui est aussi un restaurant. Elle travaille en famille et propose les produits du jour. Bonne humeur garantie et attirante, on dirait. Le concept, en fait, c'est mes frères qui sont pêcheurs, donc on est direct du bateau. Ils font toute la nuit en mer, donc ils pêchent la sole, le turbo, tous les produits de saison. Donc je vends les produits de la pêche locale, direct, et ensuite j'ai des fournisseurs pour tout ce que nous on pêche pas ici. Donc langoustines vivantes, huîtres. Donc le principe, c'est les clients qui rentrent dans ma boutique, je leur montre l'étalage de poissons, et tout ce qu'il y a sur l'étalage peut être mangé directement sur place, donc cuit à la plancha devant le client. Alors, démonstration. Donc là, je vais vous préparer un bar à la plancha. Donc papier cuisson pour accélérer la cuisson du poisson. On va le cuire 6 minutes sur chaque côté. Donc là, après, on va pouvoir le dresser avec une petite garniture. Aujourd'hui, risotto au curry, je dispose en quenelle, avec un petit accompagnement de chou vert et 5 slips de patates douces. Hop, après le bar. C'est important qu'il y ait beaucoup de couleurs. Après, petit mélange, tomate, gambas, avec un peu de persil, huile d'olive, sel, poivre. Et pour attirer l'œil, une petite mousseline de betterave. Voilà. Wouh! Et comme nous avons été attentifs, on mérite une glace, non? Celles de Martine Lambert sont artisanales et à Deauville, c'est une véritable institution. Mes glaces ont quelque chose de très particulier, c'est qu'elles sont faites à partir de fruits frais la plupart du temps, ou de fruits frais que nous avons reçus puis congelés. En aucun cas, nous n'utilisons de purée de fruits surgelée. Et à voir tous ces gourmands venir chercher leur cornet, on ne doute pas de leur goût authentique. Les glaces sont particulièrement savoureuses, sans doute parce que d'abord, je m'exprime à travers ce produit, comme tous les gens qui exercent des métiers de bouche. Et donc je le fais sans doute sans tricher, avec les plus belles matières premières que je puisse trouver. Est-ce vraiment utile de prêcher des convaincus? Histoire de brûler quelques calories, nous nous sommes promenés en ville et nous sommes tombés par hasard sur cette boutique.
Alors, le principe de cette maison, les fondateurs ont voulu que la personne qui y vienne tombe amoureux d'un meuble ou d'un article, le prenne et parte avec. Alors, Léopold et Catherine ont acheté cette maison, qui était une ancienne maison d'habitation, et ont décidé de garder vraiment la maison à l'identique. Donc, vous avez une chambre d'enfant avec tout un univers d'enfants, et l'espace salle à manger, salon, avec des canapés, une table de salle à manger, des chaises. Une cuisine où on fait plus un univers de l'épicerie. Vous avez ensuite la chambre des parents avec le linge de lit mais plus pour adultes. Et on a au fond du magasin un espace réservé plus pour l'équipement homme où on vend du vêtement pour hommes, de l'accessoire, des boutons de manchette, voilà. Avec tout cela, nous sommes parés pour notre maison typiquement normande. On continue notre balade deauvillaise et histoire de faire plaisir aux mordus de cacao, voici le chocolatier de la ville, le duc de Morny. Francis nous présente une des spécialités maison. Alors le trou normand, le départ, c'est la pistole de chocolat du 70% qui est fondue. On remplit le pot, le petit pot, il est rempli de chocolat noir. Et une fois refroidi, on obtient la coquille. Entre deux, on incorpore une génoise imbibée au calvados et au final, on obtient le trou normand. Et pour terminer en beauté sous ces quelques rayons de soleil, voici notre coup de cœur, la Villa Joséphine. C'est vrai que nous avons remarqué, et cela depuis 6 ans maintenant, quand les clients arrivent, dès que le portail s'ouvre, il se passe quelque chose parce que cette maison est certainement enclin à apporter quelque chose d'agréable et un accueil d'elle-même, l'âme de la maison. Dès qu'on les installe dans la chambre, tout est oublié. Et le stress évacué. Une demeure normande, classée villa remarquable, où l'histoire entrecroise l'originalité de son hôte. Dans la salle du petit déjeuner, les roses et vertés comme à l'époque lui confèrent un certain cachet, jusque dans les moindres détails. Alors nous avons imaginé cet hôtel comme une pension de famille du siècle dernier, début 19e très exactement. J'ai voulu que chaque chambre ait un lien de parenté avec le créateur de Deauville, le duc de Morny. Par exemple, vous avez donc la chambre Joséphine, qui n'est autre que la grand-mère du duc de Morny. Évidemment, il y a la chambre impériale qui clôture donc la décoration des 8 autres, assez spacieuse avec un balcon, une vue sur mer. Donc elle clôture vraiment la décoration empire que nous avons voulu donner à notre hôtel. 3e empire exactement. Nous serions bien restés plus longtemps, mais nous devons quitter Deauville avec des souvenirs stylés et gourmands. Une ville accroche-cœur comme le nom de cette œuvre d'Antoine Arnoux. Vous pourrez y sceller votre amour avec pour seul et unique témoin, la mer. Alors moi j'ai envie de savoir, si je viens dîner chez vous, est-ce que c'est vous qui préparez à manger? Est-ce que vous aimez passer du temps en cuisine? Ou est-ce que finalement, comme vous le faites toute la journée, vous en avez ras-le-bol et que vous cuisinez peu? Alors, en fin de journée, en général, j'en ai ras-le-bol, mais j'adore faire la cuisine, Oui. j'adore recevoir. Et en fait, je cuisine depuis autant de temps que je fais la pâtisserie, sauf que j'ai centralisé mon métier autour du monde sucré. Oui. Mais le monde salé m'intéresse, je travaille côte à côte avec Alain Ducasse, donc bien évidemment, je touche à tout ce qui est cuisine en général. Et le melon, est-ce que vous le cuisinez? Je le pâtisse plus que je le cuisine. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant, récemment, j'ai fait un petit cocktail à la maison. J'ai fait les billes de melon, j'ai mis quelques framboises. Et en fait, la veille, j'avais juste fait un petit sirop avec de la verveine et du citron vert. Donc une infusion, en fait, tout simplement, que j'ai moulé dans des glaçons, que j'ai congelés. Enfin, dans des moules à glaçons, pardon, que j'ai congelés. Et le lendemain, en fait, dans un verre, en fait, j'ai fait une sorte de melon on the rock avec des billes de melon, quelques framboises et quelques cubes de glaçons. Et lorsque les glaçons se dissolvent, en fait, tout simplement, ça assaisonne les fruits. Oh, ça doit être délicieux. Et c'est juste mortel. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver notre blogueuse Sophia. Elle a pour mission de nous concocter des repas très simples avec un ingrédient simple mais chic. Et aujourd'hui, justement, c'est le melon. Regardez. Salut à tous, mon petit truc à moi, c'est de cuisiner rapide, facile et chic. Et ce matin au marché, je suis allée vous chercher des petits melons gorgés de soleil. Et grâce à eux, on peut faire plein de recettes très sympas. Je vous propose une déclinaison avec en entrée un carpaccio très coloré, en plat un magret et ses billes du Quercy. Et pour finir, des petites douceurs sucrées qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer en préparant une panna cotta saveur vanille avec
3 feuilles de gélatine, 25 centilitres de crème liquide, 25 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe de sucre semoule, une vraie gousse de vanille et 25 g de beurre, sans oublier bien sûr la star du jour, le melon. Voilà. Et c'est là qu'on attaque le blanc de la panna cotta. Alors, pour cela, la petite casserole, on verse en premier la crème liquide. Et hop, on rajoute les 25 centilitres de lait. On rajoute les 2 cuillères à soupe de sucre fin, sans oublier un peu de gousse de vanille. Et là, avec mon fouet, je mélange délicatement. On remue, jusqu'à ce que ça porte à ébullition. Alors là, ça commence à faire des petites bulles, donc c'est le moment de mettre la gélatine bien gluante et de la mettre directement au chaud. C'est pas très compliqué comme recette. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant vous suivez? Oui, on suit tous. Génial. Alors là, on va le retirer du feu et le laisser refroidir. Et hop. Alors, après le blanc de la panna cotta, on va s'occuper du orange avec le melon. Donc pour bien choisir un melon, faut qu'il ait 10 parts comme celui-ci, qui est très beau. Et là, on le coupe en mi-morceaux pour la compoter. Alors vous le coupez en deux, vous les pépinez comme ceci, vous retirez la peau et tac 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 avec le couteau. Tadam! Alors j'ai mon beurre et mon sucre et mes melons, on va passer à la cuisson. On commence par le beurre. On rajoute rapidement le sucre pour pas que le beurre crame trop. Et bien sûr, on ajoute les melons. Et vous pouvez les oublier pendant 15 minutes. Il est temps de mettre le blanc de la panna cotta dans la verrine et de le verser pour le mettre au frigo. Alors mes petits canards, on va rester dans le sucré, mais en ajoutant un peu de salé pour le plat que je vous propose. Donc du magret de canard avec des petites boules de melon. Et pour cela, il nous faut un beau magret de canard, bien sûr, avec des petites feuilles d'estragon, un peu de miel, une petite feuille de maquis, de la sauce soja, du sel aromatisé à la truffe, c'est chic, du vinaigre balsamique en crème, et bien sûr, la star du jour, toujours, le melon. Alors on attaque. On retire le surplus de gras autour du magret, comme ceci, et ces petites nervures, on les supprime aussi. Ensuite, je vais le retourner et le ciseler en petits losanges pour faire une cuisson et un motif sympa sur le revers. Allez, à vous de jouer. Et voilà, mon magret, il est prêt. Donc on va le cuire 8 minutes de ce côté-là et 3 minutes de l'autre côté. C'est parti. Ah, mais on dirait que mon petit canard, il est prêt, là, hein? Bon, et ça tombe bien parce que maintenant, on va passer au sucré. On va s'occuper des billes qui l'accompagnent. Prenez votre cuillère parisienne, un melon, vous tournez comme ceci, un vrai jeu d'enfant. Et on commence la cuisson avec le miel. Je mets à peu près 3 belles cuillères, histoire de faire caraméliser les boules, vous allez voir. Je vais mettre directement mes feuilles d'estragon, comme ça elles vont aromatiser le miel. Et on n'a plus qu'à ajouter nos billes. Et là c'est hyper rapide, la cuisson il y en a vraiment pour 2-3 minutes maximum. Et ça caramélise bien tout ça. Et là il me reste juste assez de temps pour vous préparer une entrée. Défi, je la prépare avant que ça se soit terminé. Abracadabra, je voudrais une mozzarella, une betterave et un melon. Oui, mais tranché finement. Merci. Alors, pour conclure cette petite entrée, je vais vous faire un dressage rapide. Je vais faire comme une petite rosace. Avec les melons, ça fera joli dans l'assiette. J'alterne avec des cannelloni. Hop, que je roule. Je peux même vous voir. Je peux mettre une petite mozzarella. Voilà. Donc là, on va passer à l'assaisonnement. Je vais mettre un petit peu de sel, un tout petit filet d'huile d'olive. Et voilà. Et voilà, je vous l'avais dit que je réussirais à faire mon entrée. Maintenant que ça s'est cuit, bien caramélisé et rosé à souhait, on va passer au dressage. Bon, là, j'avoue que j'ai un petit coup de chaud après avoir passé tant de temps au fourneau. Donc, pour dresser mon plat, je vais mettre une toute petite goutte de soja. Je rajoute ma feuille de maquis au milieu. Sans oublier le magret que j'ai taillé joliment et les petites billes, bien sûr. Comme ceci. Pas mal, non? Puis pour les gourmands, on va rajouter un petit peu de caramel qui a cuit. Comme ceci.
on fait juste des petits points. Et voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à dresser le dessert, la panna cotta. Et alors, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît une panna cotta réussie? Ah ça, elle a bien gélifié. Donc on va mettre le melon. J'ai plus qu'à ajouter délicatement ma petite compotée de melon, la petite feuille de basilic. Et bien voilà, on dirait que c'est terminé. Ça vous plaît? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes de saison toujours. Bye! Et le fait d'avoir voyagé dans le monde entier, d'être dans des hôtels, dans des endroits, voilà, tout le temps en mouvement, est-ce que ça renforce votre notion du foyer ou c'est important d'être bien chez vous? Alors, du jour où je suis né, je pense que je suis né vieux. Déjà, parce que à minuit, je suis au lit et voilà, j'ai mes petites habitudes. Et j'adore mon chez-moi. Et partout où j'ai été, j'ai eu la chance de travailler à New York ou à Londres, à Bruxelles et à Tokyo. À chaque fois, mon chez-moi, que ce soit un petit appartement Oui. ou un grand duplex, tout était minutieusement fait pour que je sois dans un confort, ou en tout cas, je puisais ma force à l'intérieur. Donc c'est primordial pour moi d'être bien chez moi. Un bon terrien, quoi, en fait, vous êtes. Absolument, ouais. Alors, je rappelle que votre livre Best Of, qui est ici, est en librairie, que vous allez ouvrir dans quelques semaines votre école de pâtisserie. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, hein? Bah ouais, un bon, hein. Je vous dis ça, puis moi, je pourrais venir prendre des cours. Ah ben grave. Il y en aura pour les enfants aussi ou pas? Oui, j'ai prévu le mercredi, Une petite, hein, ce spécial serait- dédicace pour les enfants. Ah ben ça, ce serait super, je pourrais Ouais. venir avec mes Bonjour. enfants. Excuse-nous, Oscar, Bonjour. mon papote. Bonjour Christophe. Ça Enchanté. Christophe Oscar, vous connaissez? Non, enfin je connais Bah, la voilà, réputation, bien c'est sûr. chose faite. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Très bien, on parle de quoi? Bah, on va aller faire un petit tour chez Philippe Stark, c'est sa dernière folie, le restaurant Misco, je sais pas si Ah vous oui, moi connaissez. j'y suis allée. Alors, Voilà. non mais c'est dingue, moi j'y suis allé 2 fois de suite, et si on passe juste avant midi ou juste avant 20h, c'est une tuerie. C'est Ça, super, j'adore. hein, ouais. Et du coup, ça va nous ramener à la tendance MAD, comme fou, Ouais. Made in Japan. Ça marche. Aujourd'hui, je vous propose plus qu'une tendance, je vous propose un voyage, une expédition en plein cœur de l'Asie, mais pas n'importe quelle Asie, l'Asie complètement délurée, sortie de l'imaginaire du célèbre créateur Philippe Stark. Je vous propose de découvrir le restaurant Misco et vous allez voir, ça vaut le détour, car ce restaurant joue la carte de l'humour, du motif et du tatouage. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et c'est parti depuis la très chic avenue Georges V, direction une Asie tout azimutée, entre food, art et curiosité. Oscar a souhaité qu'on aille goûter aux saveurs de cet univers parallèle envoûtant. Et pour nous en dire plus sur cet imaginaire, on a rendez-vous avec l'un des nombreux chefs d'orchestre des lieux. Bonjour Oscar. Bonjour Grégory. Comment ça va? Ça va très bien. Je vais mettre à côté de vous là. Avec plaisir. Ce sera plus convivial, non? C'est un endroit de convivialité. on va- Exactement. Bon, alors Grégory, vous êtes le directeur du restaurant Misco. ça. Donc, expliquez-nous qui est Misco. Misco, c'est le fruit de l'imagination verdoyante de Philippe Stark. C'est un personnage de manga assez érotisant, une espèce de Mata-Hari asiatique. Donc ça nous plaisait bien sur le personnage au départ parce qu'on voulait faire de Misco un fantasme un peu intemporel qui nous permettrait de revisiter l'Asie d'hier, d'aujourd'hui et de demain surtout. Alors, comment ça se traduit dans la décoration? Alors, le sentiment premier, c'était d'avoir le sentiment de se balader dans une rue de Tokyo, d'Hong Kong ou de Shanghai, mais dans un futur qui est proche et pas tant que ça, hein, comme une rue de Blade Runner. L'idée qu'avait Stark au départ, c'était vraiment une rue de Blade Runner. Anticonformiste, déconcertant, incandescent, une œuvre où l'émotion et le souvenir interpellent. En fait, ce lieu exprime vraiment une tendance générale. C'est la tendance que j'ai appelée Made in Japan. Mad comme fou, décalé, déluré. Cette tendance joue en fait au mélange avec un vrai retour à une Asie un peu folle. Et côté cuisine, on retrouve les classiques occidentaux, du foie gras à la bouillabaisse en passant par le bœuf bourguignon, mais le tout revisité à la sauce orientale. Ah bah tu tombes bien toi. Bah, j'étais en train de goûter une petite spécialité du chef, donc ça tombe bien, je suis avec le chef Fabrice Monod. Alors Fabrice, comment vous qualifieriez la nourriture ici? C'est une cuisine fusion autour de l'Asie. Hein, donc on mixe essentiellement la cuisine française autour de l'Asie, qu'elle soit coréenne, japonisante, chinoise. En quoi justement ce côté japonisant, asiatique est en vogue en ce moment, est tendance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout?
De plus en plus, pour la simple et bonne raison, je pense qu'aujourd'hui le consommateur a envie justement de ce côté sain dans la nourriture, ce côté light, que les Japonais ont adapté depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui les Japonais justement arrivent à vivre quasi centenaire du fait de leur nourriture saine. Finalement, la cuisine, elle est comme Nisko, ce personnage imaginaire. Donc c'est une cuisine qui est féminine et en plus qui est assez décalée et avec beaucoup d'humour. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui mange, donc vas-y, t'as le droit à une petite salsiccia. Ah, c'est vrai que c'est super bon là-bas. Hein. Ouais, moi j'ai adoré ce resto. Il a frappé fort encore, Philippe Moi, Stark. la déco est fantastique et ce qu'il y a dans l'assiette est C'est très unique, bon hein. aussi. Ouais. Oui. Bon, en parlant de déco, d'assiette, ça tombe bien, donc ça nous ramène vraiment à la tendance qu'on voit un peu partout aujourd'hui par rapport à ce restaurant, c'est la tendance asiatique, japonaise, made in Japan qu'on va voir au niveau des imprimés. Donc ça c'est par exemple Jean-Paul Gaultier qui a sorti en fait toute une collection de linge de maison. Donc en fait il a joué effectivement sur le côté un peu kitsch, hein, parce qu'on a toujours ce côté qu'on retrouve un peu aussi dans ce restaurant, ce côté un peu bazar kitsch. Ouais. Je vous ai trouvé ce petit sirop en fait qui est un sirop à idées. Et qui sont des sirops à cuisiner en fait, et qui est en fait, vous allez sentir wasabi. Pourquoi pas? Alors, ça sent particulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est dans quoi on peut mettre ce genre d'ingrédients? Je vais vous le dire tout de suite. Wow, Dans le verre de la belle-mère, non? Non, moi je le vois plutôt dans une salade avec des petits pois et des carottes. Mais je garderais plutôt ça dans un condiment sucré-salé. Qu'est-ce que c'est que ce truc alors, de sushi? Moi, j'ai craqué pour ça. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, les enfants font des sushis, vous vous rendez compte? Mais c'est dingue. Donc, ils sont devenus super branchés quand même. C'est maman, j'ai envie de faire des sushis. Alors, il ne faut juste pas les manger, il faut le dire aux enfants. C'est un petit jeu en bois hein, pour enfants. Et puis, en fait, ils peuvent... On compose, c'est voilà, ça? on compose. Alors, en fait, c'est aimanté. Hein, je le pose ici, et c'est aimanté. Et on peut, en fait, créer ces petits sushis. Et surtout, on peut... créer son petit maquis, donc on a vraiment tous les ingrédients, la feuille d'algue qui est en fait une petite pochette en jean, donc hyper sympa. Merci beaucoup Oscar pour votre tendance Japan. Merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Invitez-moi quand vous voulez, c'est super. On va venir à l'école. Cool. Et puis on va surtout manger des gâteaux. On va manger puis on va aller à l'école de pâtisserie. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller s'entraîner. Merci beaucoup. Je vous y attends, à très vite. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Quel plaisir de te retrouver. Tu as fait tes débuts la semaine dernière en tant que chroniqueuse pour La Parisienne. Tu es rédactrice en chef de La Parisienne et tu viens nous parler des coups de cœur et des coups de griffe La Parisienne. Alors, on commence par quoi? On commence par Nina. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. On va commencer par les bonnes nouvelles. Je suis allée voir Mathilde Seigné, qui est Nina, au théâtre Édouard VII. Oui. Mathilde incarne une femme très amoureuse, enfin plutôt amoureuse de l'amour, puisqu'elle est mariée à François Berléand. Qui est un immense acteur. Qui est un immense acteur, donc deux immenses acteurs ensemble. Et elle est amoureuse d'un amant. Et François Berléand est très jaloux et a décidé de le tuer. Ah, donc c'est un drame? Non, c'est pas un drame, c'est une pièce de boulevard. D'accord. Parce que ça se termine bien, puisque François Berléand devient très ami avec l'amant. Mais je ne vous en dis pas de plus. D'accord, c'est jusqu'à quand ça, Christine? C'est jusqu'au 13 octobre. 13 octobre au théâtre Édouard VII. À ne pas manquer. On va y aller. Alors, deuxième coup de cœur. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est le MUSEM. J'en avais beaucoup entendu parler. Je suis allée le voir. Le MUSEM, c'est le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. D'accord, qui se trouve où? Ça se trouve à Marseille. C'est un vrai petit joyau. C'est vrai? Oui. Il est sur le Vieux-Port. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Il a été réalisé par Rudy Ricciotti, qui est un iconoclaste de l'architecture et qui est aussi un franc-parler qui est très agréable. Et donc... c'est un bâtiment immense qui fait 15 000 m². Avec des expositions permanentes Avec des expositions permanentes, des films, des conférences, et notamment la Galerie de la Méditerranée qu'il faudrait aller voir et qui présente des expositions formidables pour la rentrée. D'accord, donc beau à l'extérieur et à l'intérieur. Beau à l'intérieur et à l'extérieur. Et alors le coup de griffe, puisqu'il en faut un coup de griffe de La Parisienne cette semaine, Christine? Alors c'est l'avenue, mon déjeuner à l'avenue. Avenue Montaigne à Paris, voilà. C'est ça? Alors le champagne est
chaud. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. Le service est plutôt froid. Oui. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux reprendre tout ça au départ et que mesdemoiselles les serveuses soient un petit peu plus souriantes pour ce Coste qui a quand même une bonne, vieilli, hein. qui a Oui. une bonne cuisine, mais qui est un peu tristounet, dont le snobisme n'est pas de bonne mise, je trouve. Bien, eh bien merci Christine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur, coups de griffe de la Parisienne. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site stylia.fr et on se quitte en beauté avec l'actualité lifestyle de la semaine. Bisous. Bye. À vos calepins pour noter les bons plans art de vivre de la semaine. Un lieu à visiter tout d'abord, le studio d'Yves Saint-Laurent. En véritable privilégié, un guide vous fera pénétrer dans le studio de travail du grand créateur, là où naissait chaque collection. Une visite ponctuée d'anecdotes ou encore de croquis originaux sur lesquels sont inscrites les annotations du célèbre couturier. Vous comprendrez ainsi le fonctionnement d'une maison de haute couture. C'est à Paris à découvrir toute l'année. C'est le salon événement pour la beauté, les parfums et le bien-être. Rive de la Beauté, qui propose des expériences inédites, provoque les sens, surprend avec des rencontres insolites et explique les secrets d'un certain savoir-faire. Cette 5e édition permet au grand public de rencontrer les professionnels dans toute la capitale. Ça se passe du 18 au 22 septembre. Le livre de la semaine est aux éditions Taschen avec un ouvrage culte sur l'art contemporain. À travers ce 4e volume, Art Now vous propose un tour de toutes les plus importantes galeries mondiales. Des artistes prometteurs aux célébrités incontournables, vous pourrez admirer tout ce qui fait vibrer le monde de l'art aujourd'hui. Notre coup de cœur de la semaine, enfin, c'est le Grand Palais Gourmand. À l'occasion de la fête de la gastronomie, 2 dîners d'exception à dimension solidaire sont organisés dans ce cadre magique. Au menu, des plats invitant à un voyage sensoriel. La surprise sera là puisque chaque service sera accompagné d'une scénographie minutieuse. Ça se déroule au Grand Palais à Paris les 20 et 21 septembre. Everybody's gotta live, and everybody